Il y a quelques jours à peine, le gouvernement des États-Unis a publié de nouveaux dossiers, photos et vidéos sur les ovnis, ou comme on les appelle maintenant, les PAN. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'attendais pas grand-chose de cette déclassification. À mon avis, ce genre d'archives sert souvent de rideau de fumée quand il est utile de cacher autre chose. Mais cette fois, il y a eu quelques documents qui m'ont vraiment fait réfléchir. Il y a aussi quelques vidéos que je veux que nous regardions ensemble car je les ai trouvées assez intéressantes. Et il y a aussi une photo en particulier que beaucoup de vulgarisateurs passent sous silence. Mais je ne veux pas m'avancer. Aujourd'hui, nous aurons un épisode différent car une partie du matériel provient d'archives officielles récemment publiées et d'autres documents anciens refont surface dans cette nouvelle série. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, je suis Paul et je vous invite très chaleureusement à m'accompagner aujourd'hui dans ce tout nouveau voyage passionnant. Je souhaite vraiment commencer par examiner quelques dossiers importants avec vous avant de passer ensuite aux photos et aux vidéos. Car il faut savoir que plusieurs de ces cas particuliers ont déjà été abordés en détail précédemment sur la chaîne. L'un d'eux, par exemple, est l'affaire Zamora. Allons à Socorro, Nouveau-Mexique, en 1964. Plus précisément, le 24 avril. Lonnie Zamora a entendu un bruit étrange. Il s'est approché d'une zone dégagée et a vu quelque chose près du sol. Au début, cela ressemblait à un objet bas, peut-être une flamme. Zamora a essayé de comprendre ce qu'il regardait, mais cette chose est partie avant de lui donner une réponse claire. Le dossier ajoute ce qui renforce le plus l'affaire, l'après. L'objet disparaît, mais le terrain reste marqué. Le document déclassifié mentionne 4 dépressions dans le sol et des zones brûlées ou altérées à l'intérieur de ces marques. Socorro ne vit pas seulement dans la mémoire de Zamora. Il vit aussi dans ses traces, dans ses marques, qui ont obligé les enquêteurs à examiner l'endroit et à se demander quel genre de choses avaient pu se trouver là. La force de l'affaire réside dans cette continuité. Zamora voit quelque chose près du sol. L'objet s'élève et ensuite il reste une scène physique à examiner. C'est pourquoi Socorro reste l'un des cas les plus solides de l'ufologie classique. Il ne dépend pas seulement d'un souvenir. Il y a un policier comme témoin, un objet près du sol et des traces physiques par la suite. Cela ne prouve pas tout, évidemment, mais cela ne s'évapore pas aussi facilement que d'autres cas. Pendant que je commente un peu l'affaire, le nom du fichier d'où j'ai tiré toutes ces informations va apparaître en bas. Je mentionne brièvement ce cas parce qu'avant de lire ces fichiers, je ne le connaissais pas. Ici, il convient de séparer en 2 parties. Une chose est que l'affaire apparaisse dans le matériel conservé par le FBI, et une autre, ce sont les détails qui ont ensuite émergé dans le milieu ufologique. Avec cette précision faite, l'affaire commence ainsi. Frances Swan était une femme au foyer du Maine qui, en 1954, affirmait recevoir des messages d'intelligence extraterrestre par écriture automatique. Elle entrait dans une sorte de transe et se mettait à écrire ses supposés messages. Selon le récit, ces messages n'étaient pas de simples phrases vagues. Ils auraient inclus une demande concrète, contacter la marine des États-Unis. Ici apparaît une coïncidence étrange. Frances avait pour voisin Herbert Bem Knowles, un amiral à la retraite, qui finit par servir de lien pour que des enquêteurs de la marine s'intéressent à l'affaire. La partie la plus délicate apparaît lorsque l'affaire cesse d'être simplement celle d'une femme écrivant des messages et commence à impliquer des enquêteurs de la marine. Au cours de ces divers entretiens, et toujours selon des récits détaillés qui ont circulé ultérieurement dans le milieu ufologique, les enquêteurs auraient utilisé l'écriture automatique même de Swan pour tenter de communiquer avec ces entités. Au cours de cette expérience, il se serait supposément produit l'apparition d'un ovni. Un autre fait intéressant est que l'affaire a repris de l'ampleur en 1974, lorsqu'un documentaire présenté par Rod Sterling, le créateur de la 4e dimension, a fait connaître l'histoire à un public plus large. À la fin de l'épisode, je vous mentionnerai le nom. Ce que j'ai trouvé dans le dossier, c'est que l'affaire n'est pas restée enfermée dans un carnet. En fait, il a été enquêté, enregistré et conservé. Dans le dossier apparaissent des mots très forts pour l'époque, comme vaisseaux spatiaux, projet Manhattan et armes atomiques. Le récit de Frances se retrouve lié à l'une des grandes peurs du XXe siècle, l'humanité jouant avec une force qu'elle ne pouvait peut-être déjà plus contrôler. Une femme dit recevoir des messages de l'espace, mais ces messages ne parlent pas seulement d'extraterrestres sympathiques. Ils parlent de destruction, de technologies sensibles et d'avertissement. Je trouve ce cas assez absurde, et je vous le dis d'emblée, mais je vais vous le raconter brièvement.
Un prêtre trouve un objet étrange dans sa cour. Le dossier le mentionne comme un disque bourdonnant. Au lieu de le jeter ou de le garder comme de la ferraille, il décide de le conserver pour le remettre au FBI. Ce qui est intéressant dans le dossier, c'est justement cette expression, disque bourdonnant. Cela te plonge directement dans l'ambiance de la fin des années 40, quand n'importe quel morceau de métal trouvé dans une cour pouvait devenir un dossier. On voit là que le FBI ne recevait pas une vérité ordonnée sur les visiteurs d'autres mondes. Il recevait tout le bruit d'une société obsédée par le phénomène OVNI. Nous passons maintenant à septembre 2020. Ce cas moderne provient d'une zone militairement très sensible, le détroit d'Ormuz. Contrairement aux déclassifications plus anciennes, ici, il n'y a ni vieux journaux, ni témoins observant le ciel depuis une route. Il s'agit d'une mission militaire dans une zone sensible, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman. Un endroit où tout contact étrange, tout signal inhabituel ou toute perte de liaison est perçu différemment. L'aéronef soutenait le NAVCENT, qui est le commandement naval des États-Unis dans cette région. En même temps, elle effectuait une collecte de SIGINT, ce qui signifie écouter et enregistrer les signaux électroniques, les communications ou les traces techniques. Ce n'était pas une promenade. Le dossier montre comment les événements s'enchaînent. D'abord, le lieu. Nous l'avons déjà mentionné, une zone très sensible. Ensuite, le premier problème. À 12h48, l'aéronef a perdu le lien, c'est-à-dire qu'il a perdu la communication ou la connexion avec le système qui le contrôlait ou le surveillait. Plus tard, à 14h14, une coupure similaire se produit, mais cette fois, elle dure 27 minutes et le rapport lui-même la signale comme un événement ayant un impact moyen sur la mission. Et ce n'est qu'après tout cela, à 17h32, qu'apparaît la phrase qui nous intéresse le plus, « J'observe un pan ». Le dossier n'exagère rien. Il le laisse là, sec, presque caché parmi les horaires et les données techniques. Mais la séquence attire l'attention. 2 pertes de liaison, dont une de près d'une demi-heure, et quelques heures plus tard, un phénomène aérien non identifié officiellement enregistré. Je dois être franc, le texte ne relie pas ces choses avec une flèche rouge. Il ne dit pas que le pan a causé le problème de liaison. Je ne peux pas le présenter comme une relation de cause à effet. L'honnêteté consiste à le laisser comme une séquence au minimum étrange. 2 pertes de liaison, dont une de 27 minutes, puis une observation de pan enregistrée dans le même rapport. Dans les dossiers modernes, le phénomène apparaît souvent ainsi, caché parmi les données opérationnelles. Il faut lire pas mal pour trouver ce qui est intéressant. Maintenant, nous partons en 1947, à Oak Ridge. Ce n'est pas un endroit quelconque sur la carte. Cette année-là, ce nom portait déjà des secrets de la science nucléaire, l'après-guerre et la surveillance. C'était une ville atomique, précisément l'année où les soucoupes volantes faisaient la une de la presse américaine. L'affaire tourne autour de quelques photographies prises par W.R. Presley. Selon la coupure de presse, il s'agissait de photos de famille. Mais en développant la pellicule, quelque chose d'étrange apparaît dans le ciel. Une forme, un objet ou quelque chose d'assez frappant pour finir dans le journal, puis au FBI. Le dossier accorde de l'importance au contexte. Le dossier parle de soucoupes volantes observées au-dessus de la zone d'Oak Ridge. Il mentionne également 2 photographies de prétendues soucoupes volantes aperçues à cet endroit, en juillet 1947. La photo, prise isolément, peut bien sûr être discutée, mais le dossier ajoute l'ensemble des éléments qui nous intéressent. Oak Ridge, juillet 47, photographie, presse locale et FBI. Dès le début, le phénomène commence à rôder autour de lieux sensibles, de zones atomiques, de bases, de laboratoires et de noms qui étaient déjà chargés de peur avant même l'apparition de la moindre soucoupe. Les États-Unis sortaient de la guerre, entraient dans l'ère nucléaire et, soudain, dans le ciel, il se passait des choses qui généraient des piles de dossiers. Continuons. Regardons les vidéos. Le ton change un peu ici car je ne vais pas vous lire un fichier. Je vais réagir, faire une pause, zoomer et vous dire honnêtement ce qui attire mon attention et ce que je ne peux évidemment pas confirmer. Je tiens à souligner que le manque, bien que ces données soient importantes. Sachant cela, j'ai passé en revue tout ce qui a été rendu public et j'ai compilé les cas où les pannes ont une forme particulière. En fait, c'est la première fois que je vois cette forme. Ça ressemble littéralement à une sucette Chupa Chups. On voit une sphère et une sorte de bâton ou de ligne droite qui descend. De plus, d'après les noms des vidéos, il semble qu'elles proviennent de lieux différents, car on voit justement une vidéo au-dessus de la mer, une autre au-dessus d'une sorte de champ et une autre directement au-dessus des nuages. Je trouve cela plutôt curieux.
Un autre des extraits intéressants est celui que nous voyons en ce moment. Car ici, on ne voit pas seulement un petit point sur la mer, on dirait une ville, ou plutôt un petit village, car il n'y a pas de grands immeubles. On voit aussi des voitures garées, et on peut même distinguer au moins 2 personnes. Ce que l'on voit exactement, c'est une sphère qui passe à toute vitesse, et un détail qui m'a surpris, c'est que l'une des personnes semble avoir vu l'objet, car elle fait des mouvements étranges. Je vais faire un petit zoom ici pour que nous puissions voir sa réaction. Et en fait, on voit l'autre personne marcher vers l'avant, mais après que cette sphère soit passée, c'est comme si elle changeait de direction. Étrange, non? Ou peut-être que je m'imagine une scène, je ne sais pas. C'est ce qu'il m'a semblé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans la vidéo suivante, qui est très courte, on voit un bateau et simplement une sorte de boule qui passe à toute vitesse. Il n'y a pas grand-chose à expliquer, en vérité, c'est assez clair. Le mouvement est rapide et assez rectiligne. Je n'ai pas assez d'informations pour écarter quelque chose de banal, mais visuellement, ça ne me semble pas être l'oiseau typique qui traverse la caméra. En plus, je ne sais pas si on arrive à le voir, je vais faire un zoom. En zoomant, il semble laisser une sorte de halo ou de traînée, même si je n'ai pas d'informations sur la caméra. Je ne peux pas savoir si cela vient de l'objet, du mouvement ou du traitement de l'image. Ça m'aiderait beaucoup de savoir d'où proviennent les vidéos, de quelle année elles datent, quelle caméra a été utilisée. C'est comme si on nous avait juste donné un amuse-gueule, quelques pièces de puzzle éparpillées. Celui-ci est différent parce que ce n'est plus une tache traversant l'écran. Ici, la forme est bien définie. Regardez, au début on distingue même des couleurs ou des lumières, je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y a des changements. Le mouvement donne presque l'impression de réagir à la scène. Je ne dis pas que c'est conscient, évidemment, mais visuellement, cela semble moins aléatoire que dans d'autres extraits. Ensuite, on voit que ça s'approche et que ça prend cette apparence étrange, en forme de cercle avec un X et une croix au milieu. Celui-ci est aussi court, mais regardez, je vais le passer au ralenti. On n'a que quelques images pour s'en rendre compte. On arrive à distinguer une sorte de lumière circulaire très étrange, à mon avis, et on dirait qu'elle est en train de scanner le sol. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en parlant de lumière, celle-ci aussi je la trouve particulièrement intrigante. Je vais la passer au ralenti parce que tout comme la lumière précédente, ici aussi on n'a que très peu d'images pour voir. On voit une tache rouge qui est stationnée sur une maison et qui ensuite semble partir à toute vitesse. C'est très étrange, les voyageurs. Je ne sais pas comment expliquer cette tache rouge qui bouge. En plus, elle est assez grande. Ces vidéos-là valent vraiment le coup. Plusieurs ne montrent que des petits points. En ce qui concerne les photos, aucune ne m'a vraiment interpellé, à l'exception de celles que je vais vous montrer qui viennent de la NASA. Mais avant cela, un peu de contexte. Information importante. La dernière fois que des êtres humains ont marché sur la Lune, du moins officiellement, c'était lors de la mission Apollo 17 en 1972. Ce dossier montre un moment vraiment curieux. Les astronautes semblent confus pendant plusieurs minutes en apercevant au loin une lueur. Dans le document, il est littéralement fait mention de particules brillantes. Jusqu'ici, on pourrait dire que ce n'est pas si étrange. Il pourrait s'agir de débris spatiaux, de fragments détachés, ou même de restes de peinture du vaisseau lui-même. Mais ensuite, le ton change. L'un des astronautes parle de fragments anguleux très irréguliers qui sont en train de tourner. Et pour moi, le plus intéressant arrive lorsqu'une de ces lueurs commence à se séparer du reste. L'astronaute Cernan observe un point et dit, selon l'archive, que ceci n'est définitivement pas une particule proche. C'est-à-dire, il ne l'interprète pas comme quelque chose collé au vaisseau, ni comme un simple reflet. Il le voit comme quelque chose de physique, plus éloigné et avec un autre comportement. Ensuite, il le définit comme un objet brillant et ajoute « Évidemment, il est en rotation parce qu'il clignote ». Cette phrase doit être prise avec prudence, mais aussi au sérieux. Ce n'est pas n'importe qui la prononce, c'est un astronaute qui a marché sur la Lune et qui à ce moment-là voit quelque chose qu'il n'arrive pas à identifier. Après cela, Houston commence à demander des références et des données. Les astronautes essaient de localiser l'objet par rapport au vaisseau. Et alors apparaît une autre phrase que je veux lire littéralement du document. Il a 2 flashs. L'un est un flash très brillant et l'autre est un flash éteint, brillant, éteint. Plus tard, Houston semble pencher pour une explication. Le CIBB, qui est une partie de la fusée. C'est la version officielle, c'est possible.
Mais avant d'en arriver là, les astronautes décrivent quelque chose qui ne leur semblait pas être une particule proche, qui tournait, clignotait et montrait deux flashs différents. Pour moi, c'est ce point qui fait que ce passage mérite une réflexion. Tout cela, je l'ai tiré d'un dossier déclassifié. Pour vous donner une idée, lorsque je télécharge les fichiers libérés, ils sont en deux parties. Dans l'un d'eux, il y a tous les dossiers au format PDF ainsi que les images. Et d'autre part, il n'y a que les vidéos. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas liés entre eux. Ce n'est pas comme si un fichier te disait que telle photo appartient à tel cas. Mais en regardant les dates, la mission et le contexte, on peut quand même soupçonner qu'il pourrait y avoir un lien avec ce qu'ils étaient en train d'écrire. Autrement dit, ces photos que nous voyons pourraient bien être ce dont il est question dans ce dossier. Nous arrivons à la section, enfin je ne sais pas trop comment appeler cette sorte de bonus track. Si vous avez une idée de nom, dites-le moi dans les commentaires. Le documentaire que je vais recommander aujourd'hui est celui que j'ai mentionné dans le cas de la femme qui recevait des messages, Frances Swan, auquel participe Jacques Vallée. Il s'appelle OVNIS, passé, présent et futur, de l'année 1979. J'ai le lien du documentaire et ceux qui le veulent peuvent aller sur Telegram ou me le demander sur Instagram. Je laisse mes liens dans le commentaire épinglé. Une autre série que je ne peux pas m'empêcher de recommander et qui n'est pas X-Files, c'est Project Blue Book. Si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Certains épisodes sont basés sur des faits réels, précisément du projet Blue Book, où J. Allen Hynek a travaillé pour tenter d'expliquer les observations d'ovnis ou d'humanoïdes. C'est très pertinent car justement l'épisode d'aujourd'hui parle d'un gouvernement qui révèle des informations sur ce sujet qui nous intéresse tant, les ovnis. Mon rôle dans ce voyage s'arrête ici, mais il continue dans la section des commentaires où nous pourrons débattre et partager nos points de vue et hypothèses. Je vous lirai tous et je répondrai à la plupart d'entre vous. À la prochaine aventure